Bonjour, je vais vous lire la recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2016. Ceci pour vous faire votre avis et ceci pour répondre à certains qui accusent la CGT de bloquer le pays et il faut d'autres qui accusent le politicien de ne pas écouter les syndicats. Chacun se fera son avis. Mon avis à moi, c'est que les hommes politiques ne sont que des marionnettes de Bruxelles, de l'Union européenne. Et c'est là que vient la cause de tous vos problèmes. Si vous ne pouvez pas vous mettre de l'essence, si vous ne pouvez pas prendre de train s'il y a une grève, la cause est l'Union européenne. Vous croyez que je dis des bêtises? Écoutez-moi bien. C'est assez lourd. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Je vais lire assez vite, mais j'ai voulu faire une vidéo pour que ce soit assez percutant. Il y a certains mots qui sont assez intéressants. Alors, je vais essayer de ne pas être trop monotone. Donc, Bruxelles, le 18 mai 2016. Donc, comme je l'ai dit, recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2016. Alors, je vous passe le début. Le Conseil de l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, là je vous renvoie vers toutes les conférences de François Asselineau, qui sont très bien faites. Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Voilà. Alors, le 26 novembre 2015, la Commission a adopté l'examen annuel de la croissance, qui marque le lancement du semestre européen 2016 de coordination des politiques économiques. C'est un peu lourd à... Alors, les priorités de l'examen annuel de la croissance ont été approuvées par le Conseil européen les 17 et 18 mars 2016. Le 26 novembre 2015, la Commission a adopté sur la base du règlement de l'UE le rapport sur les mécanismes d'alerte dans lequel la France est mentionnée parmi les États membres qui feraient l'objet de bilans approfondis. Le même jour, la Commission a également adopté une recommandation, c'est écrit comme ça, le même jour, la Commission a également adopté une recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil européen les 18 et 19 février 2016 et adoptée par le Conseil le 8 mars 2016. En tant que pays dont la monnaie est l'euro, et compte tenu des liens étroits entre les économies de l'Union économique et monétaire, la France devrait veiller à mettre en œuvre cette recommandation intégralement et en temps utile. Ouais, c'est une recommandation assez sévère. J'essaye d'éviter de faire des commentaires. Allez. Le rapport 2016 pour la France a été publié le 26 février 2016. Il évaluait les progrès accomplis par la France dans la mise en œuvre des recommandations par pays adoptées par le Conseil le 14 juillet 2015 et dans la réalisation des objectifs nationaux de la stratégie Europe 2020. Ce rapport comprenait également le bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement numéro temps. Le 8 mars 2016, la Commission a présenté les résultats du bilan approfondi. Son analyse l'amène à conclure que la France connaît des déséquilibres macroéconomiques excessifs. La France affiche en particulier, dans un contexte de croissance et d'inflation faible, une dette publique élevée et croissante. J'ouvre quand même là une parenthèse intéressante. Ça veut dire que la France a une dette publique qui est élevée déjà et qui s'accroît de plus en plus. Là, il faut voir d'où vient cette dette. Certains d'entre vous qui me regardez, vous le savez, d'autres ne le savent pas. Si vous ne savez pas, je vous oriente vers la loi Giscard-Pompidou 1973. Je ferme la parenthèse parce que le texte est assez long. Chacun se fera son opinion. Et contrairement à ce que disent certains journaux, cette loi a vraiment existé. Ce n'est pas une invention. Loi Pompidou-Giscard 2013. Donc, la France affiche en particulier dans un contexte de croissance et d'inflation faible une dette publique élevée et croissante, couplée à une compétitivité dégradée. Le risque de retombées négatives sur son économie est
compte tenu de la taille de celle-ci, sur l'union économique et monétaire est particulièrement important. Donc je fais une autre petite parenthèse, c'est important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a ces recommandations de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a une monnaie unique. S'il n'y avait pas cette monnaie, il n'y aurait pas toutes ces recommandations, il n'y aurait pas toute cette austérité que demande l'Europe, et il n'y aurait pas toutes ces manifestations, et vous pourrez prendre votre voiture et faire de l'essence tranquillement. Voilà. Le 29 avril 2016, la France a présenté son programme national de réforme pour 2016 et son programme de stabilité pour 2016. Il se répète. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément. Les recommandations spécifiques par pays ont été prises en compte dans la programmation des fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020. Comme le prévoit l'article 23 du règlement, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente du Conseil, la Commission peut demander à un État membre de revoir son accord de partenariat et les programmes concernés et de proposer des modifications à leur sujet. La Commission a fourni des précisions sur la manière dont elle utiliserait cette disposition dans les lignes directrices relatives à l'application des mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds structurels et d'investissements européens et une bonne gouvernance économique. Ah, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Alors, la France relève actuellement du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance. Souvenez-vous, pacte de stabilité et de croissance. Il y a quelques temps de ça. Dans son programme de pacte de stabilité pour 2016, le gouvernement prévoit de corriger le déficit excessif en 2017, conformément à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015. Donc vous voyez, en 2015, l'Union européenne a dit à la France « Attention, stabilité, il faut réviser votre déficit, il est trop excessif. » Et qu'est-ce qu'a fait la France ? Pacte de stabilité. Donc vous voyez que c'est à cause de l'Union européenne. Là, je parle aux partis d'extrême droite et d'extrême gauche, syndicats, patronaux et salariés. Il faut sortir de l'Union européenne. On ne pourra, j'insiste, quitte à être lourd, je vous renvoie vers les conférences de François Asselineau. Il démontre très bien qu'on ne pourra pas changer l'Europe. Je ferme la parenthèse. Le déficit nominal devrait continuer à diminuer. C'est mal traduit. Bref. Pour atteindre 1,2% du PIB en 2019. L'objectif budgétaire à moyen terme, un déficit structurel de 0,4% du PIB, devrait être atteint en 2018. C'est les objectifs. Selon le programme de stabilité, la dette publique devrait culminer à 96,5% du PIB en 2017, avant de retomber à 93,3% du PIB en 2019. Voilà. Je ne sais pas comment ils trouvent ces chiffres. Le scénario macroéconomique qui sous-tend les projections budgétaires est globalement plausible. Je rigole parce que, à la virgule près, il prévoit des trucs. Toutefois, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs prévus en matière de déficit à partir de 2017 n'ont pas été suffisamment précisées. Sur la base des prévisions du printemps 2016 de la Commission, le déficit nominal devrait atteindre 3,4% du PIB en 2016, conformément à l'objectif recommandé par le Conseil. En 2017, le déficit nominal devrait atteindre, à politique constante, 3,2% du PIB. Ce qui signifie que le déficit excessif risque de ne pas être corrigé dans le délai prescrit. Comment ils peuvent prévoir à l'avance ? Alors, oui, ça c'est parce que c'est la prévision du pacte de stabilité.
Donc, l'effort budgétaire recommandé pour les années 2016 et 2017 ne devrait pas être fourni. Attention, on va se faire taper dessus. Bon, on s'est fait taper dessus. La stratégie budgétaire de la France reposant principalement sur l'hypothèse d'une amélioration de la conjoncture et d'une persistance des taux bas, laquelle est hors du contrôle des autorités. C'est-à-dire que les hommes politiques n'ont aucun pouvoir, aucun contrôle sur l'économie. Donc pourquoi à quoi ça sert de voter pour eux, on va dire. Et comporte donc un risque de non-conformité. Se basant sur son évaluation du programme de stabilité et tenant compte des prévisions du printemps 2016 de la Commission, le Conseil estime que la France risque de ne pas respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Par conséquent, des mesures supplémentaires seront nécessaires pour assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard. Mon Dieu, ce qui nous attend. Le niveau des dépenses publiques en France est l'un des plus élevés de l'Union européenne et ne cesse d'augmenter depuis 2010. La France a présenté un plan visant à réduire les dépenses publiques de 50 milliards d'euros sur la période 2015-2017 à tous les niveaux de l'État, mais ce plan pourrait être insuffisant pour réduire significativement les dépenses publiques. Détailler les mesures sur lesquelles reposent ces réductions de dépenses, tout en veillant à ce qu'elles tiennent compte du taux d'inflation proche de zéro, contribuerait à renforcer l'efficacité de ce plan. Une réduction du ratio des dépenses selon les plans définis reste difficile, eu égard à l'inefficacité du processus d'identification des sources d'économies potentielles aux résultats jusqu'ici modestes des revues de dépenses. Dans le secteur du logement, la France dépense presque 2 fois plus que ses pairs européens. Et alors ? Sans que les résultats sur le marché de l'immobilier soient sensiblement meilleurs. D'accord. Il serait possible de préserver la capacité d'investissement des collectivités locales en combinant la réduction prévue des dotations de l'État. Ça, c'est le message au maire. Pourquoi ils ont moins de dotations ? C'est pas à cause de Hollande, c'est à cause de l'Union européenne. Donc s'il y avait Sarkozy, ce serait pareil. Donc, monsieur les maires, donnez vos 500 signatures à François Asselineau. Donc il serait possible de préserver la capacité d'investissement des collectivités locales en combinant la réduction prévue des dotations de l'État avec un renforcement du contrôle de leurs dépenses, mon Dieu, et notamment une limitation de la croissance de leurs dépenses de fonctionnement. Les revues de dépenses pourraient constituer un outil adapté pour recenser les possibilités d'économie dans ce domaine. De plus, la réforme récente de l'administration locale est susceptible de renforcer l'efficacité du système sur le moyen à long terme. Il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir considérablement la croissance des dépenses de ces... Il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir considérablement la croissance des dépenses de sécurité sociale, qui représentent plus de la moitié des dépenses publiques. Donc ça veut dire la Sécu oh putain. Donc moins de personnel dans la sécurité sociale, CAF, ça ok, URSSAF. Vous aurez certainement des médicaments encore moins remboursés, moins d'aide au logement, moins de RSA, moins d'allocations familiales, etc. C'est ça que ça veut dire. Donc ceux qui travaillent à la Sécu, il faut sortir de l'Union européenne si vous voulez que ça aille mieux. Le système de retraite. Oui, j'ai oublié la retraite. Ça fait partie de la sécurité. C'est la branche vieillesse donc de la sécurité sociale. Le système de retraite pourrait rester déficitaire sur le court à moyen terme, notamment dans les conditions macroéconomiques défavorables. Il faut tuer tous les vieux donc pour que ça aille mieux, si je comprends bien. De plus, les réformes des retraites menées précédemment ne
ne devrait permettre de réduire le haut niveau actuel du ratio des dépenses publiques de retraite qu'après 2025. La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2016 et 2017 afin de limiter la croissance des dépenses de santé. Quand vous entendez limiter la croissance des dépenses, ça veut dire ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas. Il faut éviter que ça augmente. Donc ça peut augmenter, mais un petit peu moins, d'après ce que je dis. Ces objectifs pourraient être complétés par des efforts supplémentaires. Quand on dit efforts supplémentaires, ça veut se serrer encore plus la ceinture, visant à identifier, j'essaie de traduire, visant à identifier des gains d'efficacité sur le moyen à long terme. Alors, gain d'efficacité, ça se traduit encore moins de personnel, c'est-à-dire faire plus de travail avec moins de personnel. Ça veut dire réduire encore le taux de remboursement, allonger l'âge de la retraite. Voilà, c'est ça. Donc, moyen et long terme. Donc ça veut dire que petit à petit, on va y aller. La retraite à 65 ans et 70 ans, donc à taux plein. Si on ne sort pas de l'Union européenne rapidement. Des mesures ont été prises pour réduire le coût du travail et améliorer des marges bénéficiaires des entreprises. Notamment le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 20 milliards d'euros d'allègement des cotisations patronales. C'est écrit, hein. Ça veut dire que les patrons, quand je dis les patrons, excusez-moi pour les petits patrons, c'est les grosses entreprises en fait, qui payent moins d'impôts. Le petit commerçant du coin, il va payer les mêmes impôts. Et, regardez, ces 20 milliards en fait d'allègement, c'est autant d'entrées en moins à la sécurité sociale. C'est-à-dire, tout ce qui est cotisation, ça va pour le chômage, pour la retraite, pour la maladie, pour les allocations familiales. Donc, quand on dit allègement des crédits d'impôt ou allègement des cotisations patronales de 10 milliards d'euros, c'est 10 milliards d'euros en moins à la sécurité sociale, qui s'ajoute à tous les milliards depuis Sarkozy. Donc, si les entreprises, notamment du CAC 40, payaient les cotisations qu'elles devraient, la sécurité sociale ne serait pas en déficit, donc on ne serait pas obligé d'augmenter l'âge de la retraite, on ne serait pas obligé de dérembourser des médicaments, on ne serait pas obligé de baisser l'AAH, le RMI, RSA, prime d'activité, bref, je ne sais plus, ça change tellement souvent, les aides au logement, les allocations familiales, etc. Donc, en exonération. La manière dont ont été conçues ces mesures qui représentent 1,5% du PIB contribue à combler l'écart de coût du travail. Coût du travail, ça m'énerve que j'ai du mal à lire ça. Coût du travail, comme si le travail avait un coût. Bref. Entre la France et la moyenne de la zone euro, pourrait limiter leur efficacité. Il est prévu que ces mesures d'économie fassent l'objet d'évaluations dont les résultats appuieront la prise de décision sur les caractéristiques futures, afin de faire en sorte qu'elles atteignent leurs objectifs en matière d'efficacité. Ces évaluations devraient s'intéresser tout particulièrement aux effets sur la formation des salaires et sur l'emploi. Dans le contexte actuel de chômage élevé, le coût du travail au salaire minimum risque de freiner l'emploi des personnes peu qualifiées. C'est important. Le salaire minimum est élevé par rapport au salaire médian, mais son coût a été réduit par des exonérations sociales. Une augmentation du salaire minimum entraîne une augmentation de salaire pour toutes les catégories de travailleurs et compresse les salaires vers le haut, comme c'est dommage. En raison du mécanisme de revalorisation du salaire minimum, les hausses du salaire moyen et l'évolution du salaire minimum sont étroitement corrélées, ce qui retarde l'ajustement des salaires nécessaires dans une situation économique défavorable. Vous comprenez ? Moi je comprends. Maintenant, j'espère que vous aussi, vous comprenez. En gros, ils ne veulent pas de salaire minimum, et ils ne veulent pas qu'il augmente. C'est écrit noir sur blanc, c'est l'Europe qui le veut.
Les réformes menées récemment n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche. Cela concerne tous les aspects des conditions d'emploi, notamment les salaires, le temps de travail, les conditions de travail, les limites de capacité, la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. En gros, ça veut dire qu'un employeur, il peut prendre, jeter, virer à besoin, à volonté. Maintenant, je me demande comment. Bref. Les réformes menées récemment n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche. Cela concerne tous les aspects des conditions d'emploi, notamment des salaires, le temps de travail et les conditions de travail, et la limite à la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. À l'heure actuelle, les branches professionnelles peuvent empêcher les entreprises de déterminer au cas par cas et après négociation avec les partenaires sociaux les conditions de dérogation aux accords de branche en matière de temps de travail. Les dérogations aux accords de branche et aux dispositions juridiques générales sur les conditions d'emploi, par l'intermédiaire d'accords d'entreprise, pourraient être facilitées en concertation avec les partenaires sociaux. En 2015, le taux de chômage a atteint 10,4%. Le chômage touche particulièrement les jeunes, les ressortissants des pays tiers et les travailleurs peu qualifiés. Là, il n'y a rien à dire. La dualité du marché du travail ne cesse d'augmenter, avec d'un côté les travailleurs diplômés de l'enseignement supérieur embauchés en contrat à durée indéterminée. Ça, c'est pas certain. Et de l'autre, une proportion constante de travailleurs occupant des emplois peu qualifiés, de plus en plus précaires. La part des contrats à durée déterminée de moins d'un mois dans l'emploi total, a progressé et avoisiné les 70% en 2015. Le cadre juridique régissant les contrats de travail, en particulier la réglementation sur le licenciement des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, est susceptible de favoriser la forte segmentation du marché du travail. La dégradation persistante de la situation sur le marché du travail met à mal la viabilité du système d'assurance chômage, dont le déficit devrait atteindre, selon les projections de février 2016, 4,5 milliards d'euros. En 2015, 4,2 milliards d'euros en 2016, 3,5 en 2017. La dette du système passerait alors de 25,8 milliards d'euros en 2015 à 30 milliards d'euros en 2016, 33 milliards d'euros en 2017. Le calcul des allocations de chômage favorise l'enchaînement d'emplois à temps plein de courte durée, au détriment des emplois à mi-temps de longue durée, et incite les employeurs à proposer des emplois de courte durée qui devront être complétés par le versement de prestations sociales. De plus, les caractéristiques du système d'assurance chômage, notamment les conditions d'éligibilité et la dégressivité des allocations de chômage, sont susceptibles de décourager le retour à l'emploi. Le passage de l'école au monde du travail reste difficile, surtout pour les jeunes et les moins qualifiés. Le recours à l'apprentissage diminue parmi les catégories les moins qualifiées, alors que les stratégies d'apprentissage diffèrent d'une région à l'autre et la capacité du système à s'adapter aux nouveaux besoins de l'économie est limitée. L'offre de formation pour les chômeurs, les travailleurs peu qualifiés et les salariés des PME demeure insuffisante malgré la réforme en cours de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la gouvernance, les incitations et les services du conseil et le nouveau plan de formation prévu pour les chômeurs. La coopération insuffisante entre les différents acteurs de la formation professionnelle continue empêche toute répartition efficace des ressources. Le compte d'activité personnelle en préparation pourrait contribuer à rééquilibrer l'accès à la formation. La France continue de se classer à un niveau moyen pour ce qui est de l'environnement des entreprises, notamment en ce qui concerne les contraintes réglementaires, pour lesquelles elle est mal classée dans les comparaisons internationales.
Le programme de simplification se poursuit comme prévu, mais sa mise en œuvre est inégale, notamment pour ce qui est des mesures ciblant les entreprises, et les problèmes subsistent dans un certain nombre de domaines. Par rapport à d'autres États membres, la France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises. C'est important ça. Par rapport à d'autres États membres, la France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises, ce qui limite leur niveau de productivité. Et donc, est-ce qu'ils veulent des grandes entreprises? Bref. Les initiatives prises récemment pour atténuer l'impact des critères de taille ne devraient pas avoir d'incidence significative sur la croissance des entreprises, compte tenu de leur champ d'application limité ou de leur caractère temporaire. En conséquence, les effets de seuil continueront de freiner la croissance des entreprises françaises. La concurrence s'est améliorée dans le secteur des services. Ça, c'est grâce à la réduction des emplois. Mais des obstacles subsistent néanmoins, notamment dans les services aux entreprises, dont une grande partie n'a en effet pas été concernée par les réformes récentes, et les industries de réseau. Un certain nombre de barrières à l'entrée de règlements et de réglementations, ainsi que des tarifs, brident l'activité économique des professions réglementées. Donc il faut tout déréglementer, taxis, tout ça, vous comprenez? Vous voyez? Vous commencez à comprendre? C'est l'Union européenne qui décide tout ça. Donc bride l'activité économique des professions réglementées et pèse sur la productivité d'autres secteurs qui font appel à ces services. D'autres problèmes découlent de l'application restrictive des exigences en matière d'autorisation. La France reste à la traîne des États membres champions. C'est qui? C'est le MEDEF qui a écrit ce texte ou c'est Attali? C'est quoi ce truc-là? La France reste à la traîne des États membres champions de l'innovation, malgré la générosité de l'aide publique dans ce domaine. Ces 15 dernières années ont été marquées par une multiplication et une instabilité des dispositifs publics de soutien à l'innovation, ce qui suscite des interrogations quant à la coordination, la cohérence et l'efficacité générale de ces dispositifs. Cette situation nuit tout particulièrement aux PME. En 2014, le taux des prélèvements obligatoires a atteint 45,9% du PIB, soit l'un des plus élevés de l'Union européenne. On compare encore à l'Union européenne. C'est quand qu'on sort de cette putain d'Union européenne. Ah là là. Putain. Sincèrement, Asselineau, écoutez-le. UPR. Alors, la charge fiscale globale continue d'augmenter et sa composition n'est pas propice à la croissance économique, dans la mesure où elle pèse lourdement sur les facteurs de production mais relativement peu sur la consommation. La fiscalité des entreprises a commencé à diminuer légèrement en 2014 et la France a commencé à se rapprocher de la moyenne de l'UE en matière de fiscalité environnementale, mais les recettes de TVA restent faibles. La TVA va augmenter, tant en pourcentage du PIB qu'en pourcentage de l'imposition totale, en raison des taux bas de cet impôt, de l'application généralisée des taux réduits. C'est pour ça qu'on a essayé, ils ont essayé, les serviettes hygiéniques, de les passer de 5 à 20%. Union européenne. C'est quand qu'on sort de l'Union européenne? Les maires signés pour Asselineau. Donc en gros la TVA elle va encore augmenter, et les produits de première nécessité, ça va encore augmenter. Et tous ceux qui travaillent, il n'y aura plus d'emploi. Plus d'emploi, on ne pourra plus rien acheter. Et c'est grâce à qui? Merci qui? Merci l'Union européenne. Donc j'en étais où? L'application généralisée des taux réduits du nombre élevé d'exonération. Hormis la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés, et un cadeau de plus aux entreprises, actuellement en cours, aucune mesure concrète n'a encore été prise pour atteindre l'objectif annoncé de réduction
d'une réduction à 28% du taux nominal de l'impôt sur les sociétés d'ici à 2020. Il faut savoir que les entreprises du CAC 40 elles payent 8%. 8% d'impôt sur les bénéfices, les entreprises du CAC 40. Celles qui font des milliards de bénéfices comme Total, Vinci, etc. Vous devez le savoir. Hein. Donc, salariés, employés, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, indépendants. C'est pas votre voisin, c'est pas le salarié, c'est pas le petit patron d'à côté, ou c'est pas le patron qui gère 2-3 salariés, ou 10. Qui eux triment, se réveillent, travaillent. C'est les entreprises capitalistes, ceux qui sont cotés à la bourse. Oui, je suis aussi anticapitaliste. Ça ne veut pas dire que je suis communiste. Je n'ai rien non plus contre les communistes, mais je ne suis pas communiste, mais je suis anticapitaliste. On vit dans une société capitaliste où le capitalisme est roi. Ça, c'est une... Et l'Union européenne, c'est une Europe capitaliste. Mais, M. Mélenchon, écoutez François Asselineau. Il démontre très bien qu'on ne pourra pas modifier cette Europe. Sortons de cette Union européenne et faisons une France comme les Français le veulent. Ils pourront se battre, les batailles de clochers pourront reprendre une fois qu'on sera sorti de cette putain d'Europe. Le système fiscal est très complexe, on l'a remarqué. Oui, ça je suis d'accord. Le nombre de taxes inefficaces, dont le rendement est nul ou faible. Alors, le nombre de taxes inefficaces dont le rendement est nul ou faible reste élevé et l'imposition des revenus des personnes physiques est particulièrement complexe, ce qui a un coût administratif significatif. Ça veut dire qu'il faut réduire le personnel des impôts. Ce qui va être fait, puisqu'à partir de 2018, tout le monde devra déclarer ses revenus par Internet. C'est une chose qui... Voilà. Le système fiscal. En dépit de l'introduction de l'obligation d'évaluer et de contrôler régulièrement les dépenses fiscales dans la loi de programmation des finances publiques et des impôts 2014-2019, la réduction des dépenses fiscales prévue pour 2016 est modeste après plusieurs années d'augmentation. C'est presque fini. Dans l'ensemble, les obstacles à l'investissement privé sont limités. Et les deux plus grands étant la lourdeur de la réglementation et le niveau élevé de l'impôt sur les sociétés. Et vas-y. C'est vrai que l'impôt sur les sociétés, comme je me le répète, il est élevé pour le petit commerçant. C'est pour ça d'ailleurs que certains trichent. Mais déjà, si l'impôt sur les sociétés était payé par toutes les sociétés, toutes les entreprises qui sont en France, qui ne délocalisent pas dans un pays étranger pour payer moins d'impôts, et même en France, les grosses entreprises sont moins minces, payent moins d'impôts. Déjà, peut-être que si tout le monde payait des impôts, peut-être qu'on pourrait réduire les impôts des petites entreprises. Donc, le climat de l'investissement aurait tout à gagner d'une amélioration de l'environnement des entreprises, d'une réduction des impôts sur la production et d'une simplification du système fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire, simplification du système fiscal ? Toutes les mesures prises pour améliorer la compétitivité coût et hors coût des entreprises françaises sont susceptibles d'accroître le niveau d'investissement et d'encourager les entreprises à investir dans le capital physique humain. Ouais. Là, en gros, ce que ça veut dire, c'est vous baissez les impôts et on va embaucher. Ça, c'est depuis Chirac, 1995, qui le disent, que tous les gouvernements de droite ou de gauche le disent. Et l'ont fait, c'est-à-dire ont baissé les charges des entreprises. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Ça a réduit ils n'ont pas embauché. Vous les avez vus, les emplois ? Ni dans le public, ni dans le privé. Au contraire, dans le public, il a encore plus baissé, puisque ça fait moins d'entrée d'argent
Dans l'État, donc moins de fonctionnaires, moins de services publics, des hôpitaux qui ferment, des maternités qui ferment, des permanences de la Sécu, de la CAF qui ferment, moins de retraites. C'est l'Union européenne la cause. Donc, dans le cadre du semestre européen, la Commission a procédé à une analyse complète de la politique économique de la France, on est surveillé, qu'elle a publié dans son rapport 2016 sur le pays. Elle a également évalué le programme de stabilité et le programme national de réforme, ainsi que les suites données aux recommandations qu'elle a adressées à la France les années précédentes. Elle a tenu compte non seulement de leur bien fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en France, mais aussi de leur conformité avec les règles et les orientations de l'Union européenne, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique globale de l'UE par la contribution de cette dernière aux futures décisions nationales. Renforcer la gouvernance économique globale de l'UE par la contribution de cette dernière aux futures décisions nationales. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ? L'Union européenne gouvernera de plus en plus la France. Voilà. Nous, on croit voter pour un président français. On vote pour un ministre de l'Union européenne. Message subliminal, c'est quand qu'on sort de l'Europe ? Je relis la phrase. Elle a tenu compte non seulement de leur bien fondé dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en France, mais aussi de leur conformité avec les règles et les orientations de l'UE, eu égard à la nécessité de renforcer la gouvernance économique globale de l'UE par la contribution de cette dernière aux futures décisions nationales. Les recommandations figurant au point 1 à 5 ci-après reflètent ces recommandations dans le cadre du semestre européen. Alors, eu égard à cette évaluation, le Conseil a examiné le programme de stabilité et la recommandation figurant au point 1 ci-dessous, en particulier, reflète son avis. À la lumière des résultats du bilan approfondi de la Commission, le Conseil a examiné le programme national de réforme du programme de stabilité, ses recommandations. Alors, recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017 à 1. Assurer une correction durable du déficit excessif en 2017, au plus tard en prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette. Préciser les réductions des dépenses prévues pour les années à venir et accentuer les efforts pour accroître le montant des économies générées par les revues de dépenses, y compris en ce qui concerne les dépenses des collectivités locales, d'ici à la fin de l'année 2016. Renforcer les évaluations indépendantes des politiques publiques afin de recenser les gains d'efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations publiques. 2. Veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Je traduis un peu. Veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées, ça veut dire encore plus d'exonération de charges des entreprises, donc encore moins de sous à la Sécu, encore moins de sous à l'État. Que l'évolution du salaire minimum soit compatible avec la création d'emplois, ça veut dire n'augmenter plus le salaire minimum, n'augmenter plus le SMIC, donc blocage des salaires. Réformer le droit du travail, ça c'est loi El Khomri. Et tout ce qui va avec. 3. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail, notamment par une réforme du système d'apprentissage et de la formation professionnelle qui mettent l'accent sur les personnes peu qualifiées. Ça a l'air... je ne sais pas ce que ça cache, ça a l'air bien. Alors, d'ici à la fin de l'année 2016, entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en établir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail.
traduisez, entreprendre une réforme du système d'assurance chômage. Quand on dit réforme, déjà, ça veut dire casse, chômage, afin de rétablir la viabilité budgétaire, donc ça veut dire suppression d'emplois, et d'encourager davantage le retour au travail. Ça veut dire que vous n'aurez plus droit à rien au bout de 6 mois, par exemple. Ça vous incitera à travailler. Bien. C'est l'Union européenne qui veut ça. Donc, que vous votiez aux prochaines élections Sarkozy ou Hollande ou Juppé ou Macron ou même Mélenchon, qui veut une autre Europe, ou même Le Pen, c'est l'Union européenne. Tant qu'on ne sort pas vraiment de l'Union européenne, ça s'appliquera. Et tous ceux qui prendront la suite diront, on est obligé de suivre ça. À moins qu'une Le Pen ou un Mélenchon tape sur la table, mais ça m'étonnerait qu'ils y arriveraient, il y aura des Tsipras en Grèce. Ou alors un Asselineau de l'UPR. Là, je fais un appel aux maires, donnez vos signatures. Après avoir lu ça, vous comprenez que c'est l'Europe qui restreigne le budget. Donc je vous renvoie au maire là, conférence de François Asselineau. Et si quelqu'un vient pour vous demander une signature, n'hésitez pas. Alors, 4. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Ouh là là, professions réglementées. Là, vous devez vous reconnaître. Moi, dans ma tête, j'ai que les taxis en tête. Prendre des mesures pour la simplifier, et alors qu'il y en a plein. Prendre des mesures pour simplifier les programmes publics d'innovation et améliorer l'efficacité d'ici à la fin de l'année 2016, approfondir la réforme, donc encore plus de casse, des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises et continuer à simplifier les règles administratives, fiscales et comptables en poursuivant le programme de simplification. 5. Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment ce qui concerne la TVA. Vous avez bien lu ? Les entreprises payeront moins d'impôts, mais vous, le consommateur, vous payerez plus d'impôts. Si à la rigueur les entreprises vous embauchez, à la rigueur, mais vont-elles vraiment vous embaucher ? Ça, c'est des promesses qui datent depuis 1995, depuis Chirac. Je termine, toujours dans le point 5. Supprimer les dépenses fiscales inefficaces. C'est quoi une dépense fiscale inefficace ? Je suppose que c'est une dépense fiscale d'une entreprise du CAC 40. Notamment celle dont le rendement est nul ou faible. Et adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt et sur le revenu des personnes physiques d'ici à la fin de l'année 2016. Mon Dieu. Fait à Bruxelles par le président du Conseil. C'est pas signé, bon, c'est un document PDF qui est daté. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fera trop long sinon la vidéo. 18 mai 2016. Allez, je vous dis ciao ciao. UPR François Asselineau. UPR François Asselineau. Les maires signés.